Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. It's the economy, stupid. C'est l'économie stupide. Tel était un des slogans de la campagne présidentielle états-unienne de Bill Clinton contre le républicain George Bush père en 1992. Mais la question se pose, est-ce seulement l'économie qui compte ou bien doit-elle être au service d'un objectif plus fondamental? Cette question, les autorités politiques canadiennes ne se la sont pas posées depuis très longtemps. Plongé dans une léthargie idéaliste et un manque de pensée stratégique, le pays est coincé dans son obsession pour les questions économiques sans voir, au-delà, la nécessité de se défendre et de se projeter dans le monde. Philippe Labrec, chroniqueur, a écrit un texte à ce sujet dans la revue Les Affaires sous le titre « Le Canada a-t-il une grande stratégie ?» Bonjour Philippe. Bonjour. C'était bien le titre de votre article, n'est-ce pas? En fait, il est à publier, il sera publié là, ce week-end, donc il n'est pas encore en ligne, mais oui, exactement, c'est le titre. Je ne trahis pas un secret, j'espère. Non, pas du tout. Le Canada a-t-il une grande stratégie? Poser la question, c'est y répondre, il n'en a pas. A priori, non. Ceci dit, je rajouterais que c'est surtout la confusion en ce qui a trait à ce qu'on pourrait appeler une grande stratégie et une simple politique économique, migratoire, interprovinciale, de santé, peu importe. Le Canada confond, je crois, les concepts de grande stratégie et la simple politique, ou les simples politiques, dépendamment des domaines. Et donc, on en arrive à la conclusion que non, le Canada n'a pas de grande stratégie par naïveté, je crois, par idéalisme, comme vous l'avez mentionné, en ce qui a trait aux relations internationales. On en est venu à croire, je crois, en premier lieu, à notre sortie de l'histoire par cette nation post-nationale si chère à Justin Trudeau et ses acolytes, je dirais. On en est venu à croire qu'en sortant de l'histoire, celle-ci ne s'appliquait plus à nous, ce qui veut dire que les grandes leçons qui se sont toujours appliquées à tous les peuples, les nations, les empires, j'ai envie de dire des leçons réalistes, là, ce qui est à dire que ce qui prime avant tout est la force est après la force, et que les intérêts d'un pays, d'une nation doivent être défendus, et sans cela, à la limite d'être capable de défendre jusqu'à la force, ou du moins d'avoir une menace crédible d'utiliser la force pour défendre les dits intérêts dont je parle, et donc sa souveraineté. Je ne suis pas le plus grand fédéraliste ici, là, mais je me mets dans les souliers d'un fédéraliste patriote nationaliste canadien, et je me dis, c'est quand même assez triste que ce pays en est venu à croire que sa défense était de un assurée, ce qui était faux, était simplement payé par les Américains et assuré par les Américains, mais il n'y a aucun contrat signé avec Dieu qui fait que les Américains doivent à tout prix et pour l'éternité nous défendre. De un, ce qui veut dire que de deux, on était déjà les vassals, le vassal des États-Unis, d'une certaine façon, on voulait pas y croire. On se le disait même pas, mais si on aurait été honnête avec nous-mêmes, je crois qu'on en serait venu à cette conclusion évidente que si on n'est pas pleinement capable de défendre nos frontières, nos intérêts, donc les régions limitrophes au Canada, notamment le passage nord-ouest là, qui devient stratégique dans ce qui a trait au commerce mondial au 21e siècle, en fait, on n'est pas indépendant. Et donc, le Canada, je crois, de façon naïve, s'est menti à lui-même en nourrissant la confusion entre politique économique, où on va faire croître le PIB par habitant va monter, on va adopter des politiques migratoires incroyables pour sauver nos retraites, incroyables dans le sens où les nombres sont extrêmement élevés. On va adopter l'environnementalisme comme raison d'État ou presque, au détriment du développement économique, ce qui peut être contradictoire. Mais tout ça, on en est venu à croire que c'était une grande stratégie, qu'en fait, ce n'était que des politiques, j'ai envie de dire, isolées l'une à l'autre, qui, au final, qu'on les mettait dans un ensemble, si on le faisait, équivaut à un aveu de faiblesse, un aveu de naïveté infantile, je crois, de la part du Canada. Si je vous comprends bien, Philippe Labrec, on est passé du gouvernement les modèles que vous avez, c'est les États-Unis, les grands empires, etc., où on gouvernait, alors que ici au Canada, c'est la gouvernance. Donc, on ne gouverne pas, on fait de la gouvernance, on ne gouverne pas, on fait de la gestion. C'est à peu près ça, la vision politique canadienne, d'après vous? C'est une bonne façon de le dire. J'avoue que je ne l'aurais pas dit dans ces mots-là. Je vous dirais, j'irais même plus loin pour poursuivre votre analyse. Le Canada est une grande province séparée en 10 petites provinces, je peux dire. C'est gentil. Province des États-Unis. Non, mais je vais loin parce qu'on y est, en fait. La menace est maintenant réelle. À la blague, c'est anecdotique, je devrais dire, c'est pas la blague, mais c'est bien vrai. 15 ans environ, là, je faisais ma maîtrise à Londres, au Royaume-Uni, et j'avais des discussions avec mes amis anglo-canadiens.
Et ceux-ci, bien sûr, la discussion, on finissait toujours par parler de la question d'indépendance du Québec. Et ceux-ci étaient bien sûr contre, bec et ongle. Et je leur disais, en fait, vous ne devriez pas vous inquiéter de la souveraineté potentielle du Québec. C'est le fait que les États-Unis pourraient se réveiller un jour et dire que le Canada n'a pas besoin d'exister. Et vous annexeraient du jour au lendemain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de Canadiens, même si en ce moment, ils diraient qu'ils seraient contre, au final, ne s'opposeraient pas très fermement si la chose devait devenir concrète, si je peux dire. Il y a un sondage qui est sorti dernièrement, je ne me rappelle plus exactement des chiffres cependant, mais la question posée aux Canadiens anglais en particulier, était si on vous garantit une couverture en ce qui a trait au système de santé pendant une ou deux générations et qu'on convertirait vos actifs et vos épargnes en dollars américains, est-ce que vous seriez pour l'annexion du Canada ou le Canada qui deviendrait le 51e État? Là? Je crois que le chiffre est à peu près à 30% oui. Hey, c'est du monde. C'est énorme. Et je vais aller plus loin, je vais extrapoler. Si 30% sont prêts à ouvertement dire oui, ça veut dire qu'on est plus à 45% qui diraient oui, jusqu'à un 10 ou 15% qui sont encore trop gênés pour le dire ouvertement. Et donc, ça vous dit à quel point le Canada, c'est pour ça que je dis, est une grande province séparée en 10 petites provinces et est une grande province qui est déjà une province américanisée. Je ne dis pas que c'est irréversible, mais le nationalisme canadien, et je n'en fais pas partie, mais j'essaie de l'analyser, est un peu... C'est essoufflé ou est complètement mort aujourd'hui. Hein. Il y a une phrase de Edmond Rostand, c'est un dramaturge français du 19e siècle qui a écrit le célèbre Cyrano de Bergerac. Il a écrit une phrase qui est très belle, qui est truffée d'imparfaits subjonctifs, et j'adore la sortir dans les lieux pour briller. J'eusse aimé qu'il y eût des choses qui valussent la peine qu'on leur sacrifiât la vie. Je répète, j'eusse aimé qu'il y eût des choses qui valussent la peine qu'on leur sacrifiât la vie. J'ai l'impression que cette question au Canada, on ne se la pose jamais. On va penser à son fonds de pension, sa assurance santé, et c'est des choses tout à fait nécessaires. Et donc ça se répercute au niveau politique aussi, et on devient une société de... comme une colonie, il faut administrer les colonisés, mais l'idée de projection dans le monde, par exemple, on parle du produit intérieur brut, le PIB, mais on ne va pas au-delà, si je vous comprends bien, Philippe Labrec, on ne va pas au-delà de cela. Le Canada semble ne pas pouvoir se concevoir comme acteur dans le monde, il ne semble pas pouvoir se projeter, s'améliorer, accroître sa productivité, sa créativité, enfin que sais-je. On est en panne carrément de cette chose qui vaut la peine qu'on lui sacrifie la vie. Oui, tout à fait. La notion de sacrifice n'est pas anodine. Ceci dit, c'est peut-être quelque chose de plus existentiel, mais on peut se poser la question qui serait prêt à mourir pour préserver la souveraineté canadienne face à une invasion potentielle américaine. Là. Je reste dans le très hypothétique, mais la question se pose. Mais, comment dire, à ce qui a trait à ce dont vous parlez, le PIB, le produit intérieur brut, je pose la question dans mon texte, mais je m'inspire de Michael Every, qui est un économiste, un stratège chez Rabobank, avec qui j'ai discuté Comment il s'appelle, vous me dites? Michael Every. E-V-E-R-Y. Exactement. D'accord. Qui pose la question, à quoi sert le PIB? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, encore une fois, quand je parlais de confusion entre la politique économique et la grande stratégie, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question que comment faire croître le PIB et donc, par conséquent, le PIB par habitant. Sans se poser la question, à quoi ça sert au final, à part s'enrichir personnellement ou individuellement? Voilà. C'est que la puissance économique doit se traduire en influence et en puissance sur la scène mondiale. Les États-Unis en sont le meilleur exemple, et la Chine aussi de plus en plus. Dans le sens où ils ont un PIB très élevé qu'ils convertissent en puissance militaire, en puissance diplomatique, en puissance culturelle aussi. En influence, oui. En influence, exactement. Et donc, sont capables de garantir, ou du moins de défendre de façon crédible leurs intérêts à leurs frontières, mais aussi leurs intérêts stratégiques qui sont globaux. Oui. Et donc, les États-Unis, de toute évidence, vont défendre, en ce moment, encore l'Europe, parce que ça semble encore, ça reste à voir si ça va rester comme ça, mais... leurs intérêts en Europe, ce qui date d'après la guerre, on s'entend. Même chose pour leurs alliés japonais et sud-coréens. Le commerce mondial se fait très largement sur le dos de la protection américaine. Les États-Unis, jusqu'à maintenant, ont conclu que c'était dans leurs intérêts stratégiques de faire la chose. Maintenant, on voit que Trump remet en question ceci. Mais on voit que la question qui se pose n'est pas simplement quel est notre PIB et comment le faire croître, et plutôt comment le faire croître pour ensuite augmenter notre influence mondiale. Ce que les Chinois ont très bien compris, d'ailleurs peut-être mieux que n'importe qui. Et de là, la croissance économique chinoise des 20-30 dernières années,
Depuis Deng Xiaoping, dans la fin des années 80, la mémoire, milieu des années 80, qui avait bien compris qu'il fallait augmenter la richesse, donc le PIB ici chinois, pas simplement pour que le chinois moyen devienne plus riche, mais pour que la Chine puisse non seulement, se payer sa souveraineté, mais ensuite projeter sa puissance. Et le Canada se pose aucune de ces questions. Il y a quand même une petite différence, c'est que la Chine est un pays unifié, en voie d'unification depuis 2000 ans. Mm-hmm. C'est une civilisation qui a 5000 ans d'âge, donc il y a un empire derrière, et donc ça fait quoi, 100 et quelques années que la Chine a été éclipsée par l'Occident. Elle a une revanche à prendre, donc il y a déjà un incitatif très puissant. C'est l'empire du milieu en plus. Je pense à la Russie aussi, qui a connu, ça a été un empire. Il y a eu l'URSS, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je veux dire, le pays s'est projeté sur la terre entière. Et là, maintenant, ils sont beaucoup moins riches qu'auparavant, mais il y a la mémoire impériale. Alors qu'au Canada, il y a la mémoire empruntée de l'Empire britannique, mais qui est un simple emprunt. Il n'y a rien d'autre. Non, exactement. Mais le Canada aurait pu avoir une grande stratégie, j'ai envie de dire, logique pour une puissance moyenne. Ce qui veut dire, le Canada, quand même, je crois qu'on est le 8e ou le 9e PIB par importance au monde. On est large... en valeur absolue? Oui, exactement. Dis donc, c'est énorme. Okay. Tout de même, oui. Bien sûr, les États-Unis et la Chine sont très loin devant, là, mais on est une puissance économique, qu'on le veuille ou non. Là. On est quand même une puissance économique. Acceptons-le. Et d'ailleurs, notre PIB est légèrement supérieur au PIB russe et similaire au PIB sud-coréen. Pourquoi est-ce que je nomme ces pays? C'est que ces pays, la Corée du Sud, je crois, doit dépenser presque 3%, 2,8% de mémoire sur la défense. Les Russes, dépendamment des données que vous regardez, dépensent entre 5 et 10% sur la défense. La Corée du Sud, on peut comprendre, parce que la seule frontière qu'ils ont, c'est avec la Corée du Nord qui ne rêve que de la bouffer. Donc, et puis sinon, il n'y a que les poissons pour accueillir les Coréens du Sud. Donc forcément, ils dépensent beaucoup. On a la politique de notre géographie, comme Napoléon disait, oui, tout à fait. Ça. Mais le Canada a aussi la politique de sa géographie, ce qui veut dire qu'en ce moment, la Chine et la Russie ont des ambitions à ce qu'il y a trop au passage nord-ouest et le nord du Canada qu'on ne peut empêcher. Et ce qui veut dire que les États-Unis ne vont pas laisser les Russes et les Chinois prendre contrôle de celui-ci, du passage nord-ouest ou des intérêts de toute la région du pôle Nord là, qui devient de plus en plus stratégique plus les glaces fondent. Ce qui veut dire que les États-Unis, tôt ou tard, vont s'asseoir sur cette région, ce qui va être une perte de souveraineté immédiate, qu'il est déjà, à mon avis, en ce qui a trait au Canada. Mais on pourra avoir donc une grande stratégie d'une puissance moyenne, ce qui veut dire qu'on non seulement qu'on protège notre propre territoire, mais on établit un ordre hiérarchique des intérêts donc limitrophes et intérêts stratégiques, non seulement les frontières, mais les océans. Rappelons que le Canada a accès à l'océan Atlantique et Pacifique. On pourrait donc avoir une force maritime conséquente pour jouer dans les affaires mondiales, et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce qui pourrait aussi, de toute évidence, servir dans le Grand Nord. On pourrait de plus, je devrais dire, jouer un rôle prépondérant au sein de l'OTAN en ayant des dépenses militaires et autres conséquentes. Donc, dépasser, je pense qu'on a 1,3 ou 1,4% du PIB. 1,38, oui. 1,38. Ça, c'est intéressant. Je vous interromps là-dessus, Philippe Labrec. Et, évidemment, Trump nous dit augmentez vos dépenses. Justin Trudeau semblait comprendre un petit peu. Il dit dans quelques années, c'était à l'horizon 2030 et même plus loin, on va peut-être arriver à 2%. Puis l'idée était de dépasser, d'aller peut-être atteindre à 2,5 ou 3. Mark Carney vient de dire que oui, on vise les 2% dans quelques années. On a l'impression que notre establishment, en tout cas libéral, NPD et Bloc, ça j'imagine que c'est évident, mais ne prend pas la mesure du problème. C'est le grand... C'est comme s'ils ne comprenaient pas. Ou ils l'ignorent complètement, ou ils nous prennent pour des simples d'esprit, dans le sens où la campagne actuelle a un grand vide, c'est que personne ne réagit réellement à la menace américaine ou au changement de l'ordre mondial. L'article que je devrais publier ce samedi est une suite aux deux derniers qui... Le premier étant sur le changement de l'ordre économique et géopolitique mondial, le deuxième étant sur la grande stratégie américaine. Donc celui-ci se pose la question quelle est la grande stratégie canadienne, et personne ne se la pose, du moins publiquement au sein de nos élites, comme vous l'avez mentionné, et personne n'en parle au sein de cette campagne électorale. On parle bien sûr de répliquer aux tarifs avec d'autres tarifs, ce qui est logique à la limite, mais ce qui est un non-sens stratégique à long terme. On ne va pas se découpler des États-Unis, on ne va pas commencer à adopter la Chine comme partenaire stratégique. Les Américains ne le laisseront jamais
ne laisseront jamais la chose prendre place. Tout simplement, je rappelle la chose, là, on a ri de moi quand j'ai dit ça dernièrement, mais quand Cuba s'est aligné dans les années, avec l'arrivée de Castro et des communistes sur l'Union soviétique, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont tenté d'envahir le pays avec le blocus. Ça, c'est la crise des missiles cubains. Mais juste avant, il y avait l'invasion en 61 de mémoire, là, l'invasion de la baie des Cochons qui tentait de renverser. 59. En 59, qui voulait renverser. Il me semble, oui. Le régime de Castro, qui était donc aligné sur l'Union soviétique. Et Cuba est un petit pays relativement peu conséquent sur l'échelle mondiale. Vous pensez que les États-Unis vont laisser, ce qui est presque le plus grand pays du monde en termes de superficie, je crois que la Russie seulement est plus grande que le Canada, de mémoire, oui, avec qui partage la plus grande frontière terrestre au monde, s'aligner avec la Chine, c'est impossible. Donc, on revient on a la politique de notre géographie. Les candidats en ce moment, notamment Carney, mais Poilievre aussi, devraient commencer à parler, à mon avis du moins, là, de ce qu'on appelle une grande stratégie, ce qui veut dire combiner les politiques économiques, les politiques de défense, les relations internationales, la diplomatie, peut-être même les relations interprovinciales, les relations entre le fédéral et les provinces, pour essayer de faire quelque chose de cohérent qui mènerait à une vision qui ne serait pas quantitative ni économique du pays, mais bien une vision, j'ai envie de dire, historique et globale de celui-ci. Encore une fois, je dis ça, mais je ne suis pas le plus grand des fédéralistes, mais je ne peux pas croire qu'aucun de ces candidats au fédéral en ce moment n'en parle, et aucun des... En ce que je sache, il n'y a aucun journaliste qui leur pose ces questions-là non plus. Là. C'est le vide des deux côtés. Là. Et c'est toute la culture qui est comme ça, Philippe Labrec. Le Canada, avec Mackenzie King pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est trouvé un rôle presque par providence d'intermédiaire entre l'Angleterre et les États-Unis. Et par extension l'Europe, j'imagine. Je crois ne pas me tromper en me souvenant que Churchill et Roosevelt, donc le Britannique et l'États-Unien, ne s'entendaient pas très bien, et donc il passait par Mackenzie King, qui a compris que le Canada pouvait jouer un rôle de honest broker, on dit en anglais, c'est d'intermédiaire fidèle, ou honnête. Ensuite, tout ça est tombé à l'eau après la fin de la guerre, la fin de l'Empire britannique et tout ça. Il fallait se renouveler. Pierre Elliott Trudeau arrive et il nous offre une pacotille, c'est-à-dire l'homo canadiensis, la puissance morale. Nous n'aurons pas d'armée, nous n'aurons pas de ci, nous n'aurons pas de cela. Nous brillerons par nos propres mérites humains. Justin Trudeau a porté cette idée-là jusqu'à la caricature la plus odieuse, enfin la plus rigolote plutôt, ridicule. Mais comment vous dire, on a fait de notre faiblesse un atout moral. On a transformé par ruse, comme le renard dans la fable de La Fontaine qui ne peut pas atteindre les raisins verts. Il dit, ils sont trop verts pour moi, alors qu'ils étaient trop hauts et qu'il était incapable de les atteindre. Il invente une excuse pour pouvoir partir, se retirer la tête haute. C'est comme ça qu'on fait au Canada. Oui, je crois que c'est bien dit. Mais c'était un leurre, cependant. Le Canada s'est payé un État-providence sur le dos de la défense américaine d'une certaine façon, dans le sens où... Et en plus, on a adopté une position morale que vous avez décrite très justement, à mon avis, où on s'est cru moralement supérieur aux États-Unis parce qu'on n'envahissait pas le Vietnam ou l'Irak ou l'Afghanistan. Ouais, l'Afghanistan, on est allé, mais... mais qu'en réalité... Oui, exact. Mais on n'avait simplement pas ces responsabilités mondialement parce qu'on n'a pas voulu les prendre. Donc, on a gardé cet aspect infantile d'une nation qui n'est pas pleinement formée. Donc, Philippe, oui, vous avez tout à fait raison. Philippe Labrec, on peut lire votre texte, on pourra le lire, une grande stratégie dans cette fin de semaine sur les affaires? Exactement. Lesaffaires.com, je pense. Hein? Merci beaucoup, Philippe. À dans 2 semaines. Joyeuse Pâques à vous. À vous aussi. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, 4 évangiles, 4 récits de la Passion et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis à demain, à 12h15 sur les ondes de Radio VM.